OK, merci beaucoup. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour cette réunion ordinaire du Conseil scolaire Franco-Sud du mardi 13 avril 2021 à 18h35. Avant d'ouvrir la réunion, nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations couvertes par le traité numéro 7 et que nous sommes également sur le territoire de la nation métisse de l'Alberta, région 3. Nous n'avons pas d'audition de contribuables ou de délégation aujourd'hui. Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Avant de vous passer la parole, je souhaite faire deux propositions de changement. Le premier qui serait de bouger le point 6.1, qui est l'analyse des besoins en priorité en infrastructure, et de le déplacer après le point 5.3 en huis clos. Et la raison, c'est que j'étais parti sur l'idée que, puisque nous avons eu 2 sessions de travail à ce sujet et puis beaucoup de temps pour en discuter depuis, nous n'aurions pas eu besoin de discuter. Mais en fait, ça ne fonctionne pas très bien avec la possibilité et puis peut-être le devoir pour chacun de s'exprimer sur la proposition une fois qu'elle est tablée. Donc, dans le but de préserver le caractère confidentiel des informations concernant ce point, je propose de le mettre à la suite des huis clos de notre réunion. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est de bouger le point 10, qui est le rapport de la direction générale sur le curriculum, et de le mettre au point 6.2c, afin de permettre au Conseil de se positionner sur la question de participation au pilotage du programme d'études. Donc de pouvoir, de pouvoir prendre une position, donc de pouvoir ajouter la proposition suivante, qui serait que DOT propose que le Conseil scolaire Franco-Sud participe ou ne participe pas au pilotage du programme d'études tel que proposé par le gouvernement. Donc voilà les deux propositions que je souhaiterais amener. Le seul affaire avec ça, Monsieur le Président, c'est que je croyais qu'on ne rendait pas public notre décision d'aller ou non prendre piloter. Puis je pensais qu'on attendait à jeudi. Là, ce plan de match a un petit peu changé pour la simple et bonne raison que les autres conseils scolaires qui ont tenu des réunions publiques hier et aujourd'hui ont déjà annoncé leur positionnement publiquement. Il y a eu des communiqués qui sont sortis. Donc, c'était un plan qui s'était fait la semaine dernière et qui ne tient plus aujourd'hui. Donc, chaque conseil va annoncer son positionnement à la suite de leur réunion. Ils ont déjà annoncé? Oui, il y a déjà eu des communiqués qui sont sortis pour le conseil scolaire Centre-Nord et c'était l'intention de le faire pour les autres conseils aujourd'hui. Excellent, merci. Merci. Conseillère Poulin, j'ai cru voir votre main se lever tout à l'heure. Oui, okay. Oui, en fait, il n'y a pas de proposition au point 10.1. Peut-être la faire ajouter dans l'ordre du jour, s'il vous plaît. Parce que généralement, s'il n'y a pas de proposition dans l'ordre du jour, il n'y a pas de... Je viens de le faire verbalement, conseillère Poulin. Je souhaite bouger le point 10 au point 6.3c afin de pouvoir ajouter une proposition que j'ai lue verbalement. Et cette proposition, vous avez la question de l'écrire, c'est ça? Bien, généralement, oui, c'est écrit. Donc, je fais juste pour la forme, il faudrait juste qu'on va adopter l'ordre du jour avec les modifications présentées, puis juste ajouter votre proposition juste pour que ça soit conforme à la pratique du conseil. Ce serait juste la seule Donc, c'est chose. juste l'écrire au lieu de la dire. Alors, je n'ai pas la main sur l'ordre du jour. En fait, c'est juste qu'on va adopter l'ordre du jour avec les modifications, puis une de ces modifications-là sera la proposition. Absolument. C'est juste vraiment pour la forme. Oui. Moi, j'avais peut-être des modifications et où... En fait, je vais commencer avec les modifications. C'est que je ne vois pas dans les suivis le point 2.1b et le point 6.2a du procès-verbal du mois de mars, qui, j'aurais pensé, aurait été soit dans les suivis. Donc, on parle ici du discussion concernant la petite enfance, le dossier de la petite enfance et comment le partenaire Franco-Sud FPFA et l'autre était élève conseiller, le suivi pour les prochaines étapes, surtout qui risque d'avoir un volet potentiellement soit politique et ou de gouvernance à mettre en place. Donc, moi, j'aimerais les voir ajoutés à l'ordre du jour, soit au point suivi ou je suis entièrement correcte si vous me dites que ces points-là vont être mis dans la prochaine session de travail de Franco-Sud. Je suis correcte. Oui, je vous propose de les mettre dans la prochaine session de travail parce que l'ordre du jour aujourd'hui est vraiment plein et puis je vous ai volé 5 minutes au début. Donc,
Parfait. Puis, juste dernière chose, je ne pense pas que nécessairement qu'on doit le mettre dans l'ordre du jour, mais c'est concernant la vie juridique, si c'est possible de le transférer dans son entièreté encore. Pas encore, s'il vous plaît. C'est ça. C'est tout. Je ne pense pas que c'est un ajout à l'ordre du jour. À moins que vous vouliez le mettre comme ajout à l'ordre du jour, mais je ne pense pas. On ne va pas l'ajouter à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres commentaires? Non? Est-ce que quelqu'un pourrait faire l'adoption de l'ordre du jour avec les modifications présentées? Conseiller Ross, tous en faveur? OK, à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, le point suivant qui est l'adoption des procès-verbaux et la réunion ordinaire du 9 mars 2021. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer l'adoption du procès-verbal ou est-ce qu'il y a des commentaires ou des suggestions à faire, conseillère Poulin? Vous voulez proposer l'adoption du procès-verbal? Si personne n'a des modifications, oui, je peux proposer. OK. Donc, conseillère Poulin propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mars 2021 tel que présenté. Tous en faveur? OK. À l'unanimité. Merci. Ensuite, on va passer au point 5, qui sont les points découlant des procès-verbaux antérieurs. Donc, le point 5.1a, la mise à jour en infrastructure. Je vais passer la parole à M. Terrien. Merci, M. Goasdoué. Alors, on a une courte mise à jour et je passe la parole à Stéphane. Oui, bonjour. Donc, mise à jour au niveau de l'infrastructure. Les travaux ont commencé à Brooks, donc ils ont commencé à préparer pour la fondation et ces choses-là. Comme vous savez, on a eu l'annonce de Silverado. Donc, juste pour donner un timeline pour Silverado, juste comprendre que présentement, on a seulement eu une annonce et le processus est le suivant. Il va y avoir un choix d'architecte qui va être fait avec un panel. Lorsque les architectes sont faits, les plans vont être faits. Ça prend de 4 à 8 mois pour faire les plans de l'école. Lorsque les plans de l'école sont terminés et approuvés par infrastructure et éducation, il y a ensuite une appel d'offres pour trouver le contracteur. Et lorsque le contracteur est choisi et que tout est établi, ça prend entre 18 et 24 mois pour construire l'école. Pour le complexe scolaire à Silverado, on parle de probablement 2024, 2025. Et c'est à peu près tout pour la mise à jour en infrastructure. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, je ne sais pas, M. le Président, si vous pouvez me voir, mais moi, j'ai des questions. Vas-y, conseillère Poulin. Donc, ma première question concernant Silverado, est-ce qu'on a des statistiques des élèves de Silverado qui présentement fréquentent SMB? Nous n'avons pas les statistiques exactes pour présentement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur les cas de la source et puis aussi sur, on parlait de frontières lorsqu'on parlait de ça, et le fait que le sud de Calgary était le deuxième coin qui a le plus de croissance présentement à Calgary. Donc, ce sont les statistiques qu'on s'est basées. Si vous voulez avoir le nombre, on peut toujours faire la recherche. Ce n'est pas quelque chose qui est très dur à faire. En fait, ma question, ça c'était une première question. Ma suivante, c'est est-ce qu'on a étudié l'impact de Silverado sur la rétention et le potentiel d'inscription à SMB? On ne peut pas vraiment étudier l'impact quand on pense que c'est un complexe public et un complexe catholique. Donc, c'est vraiment deux choix différents. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir un impact sur la nouvelle ouverture d'une école. Mais en ce moment, comme on est à l'annonce et puis lorsque nous, on a fait les statistiques, c'était basé sur une population publique. J'aurais d'autres questions, M. le Président, à moins quelqu'un d'autre. Vous avez le conseiller Bergeron qui voulait poser une question? Oui, je voulais savoir
où ce qu'on est rendu avec Medicine Hat, est-ce qu'on a eu d'autres nouvelles pour le terrain? Et puis pour le gymnase de Lethbridge, où on en est rendu? On ne t'entend pas. OK. Pour Lethbridge, on fait une présentation le 17 avril. J'ai reçu ça hier soir. Donc, le 17 avril, on a une présentation à faire à la ville. Malheureusement, pour Lethbridge, le gouvernement, cette année, avec les fonds qu'on a reçus de CMR, n'a pas considéré, il y a un certain montant qui a été donné et ça ne considère pas l'expansion du gymnase. Donc, parce que la nouvelle est quand même assez fraîche, nous, il faut se retourner puis évaluer la situation au niveau du gymnase à Lethbridge. Pour Medicine Hat, le terrain, qu'est-ce qui se produit présentement, c'est qu'il y a une conversation et la ville semble nous dire que le terrain qui est à côté de l'école nous appartient. Donc, je dois vérifier, j'ai envoyé des questions, puis je dois vérifier si c'est vraiment, le terrain nous appartient vraiment ou pas, parce que nous, lorsqu'on a reçu les plans pour bâtir l'école, il y a de cela 3 ans et demi, ce terrain-là ne faisait pas partie du titre en tant que tel. Donc, je dois faire un peu plus de recherche à ce sujet-là. Et merci parce que tu m'avais demandé de voir au niveau politique ce qui changeait là. Puis j'attendais toujours après les documents que je devais recevoir pour voir exactement ce qui se passe au niveau du terrain. Alors, vu que je n'ai pas rien reçu, c'est pour ça que j'attendais toujours de voir ce que c'en était. Mais si le terrain nous appartient, ben, OK, merci. C'est pour ça qu'il faut faire nos devoirs avant d'arriver. Puis, mais c'est une bonne question, merci. OK, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, conseillère Poulin? Oui, merci. Je vais essayer d'aller vite, là, mais je reviens à Silverado. On vous avait parlé d'architecte. Est-ce qu'on prend l'opportunité avec ce projet-là d'aller vers bâtir une école avec, moi j'appelle ça nos architectes, ou on continue avec les architectes du ministère, avec des plans, je pense, parce que oui, puis est-ce que si on va avec le ministère, est-ce qu'ils vont être capables de développer quelque chose qui est unique comme le projet qu'on développe présentement à Silverado? C'est une bonne question. Le projet de Silverado, c'est un projet qui est gouverné par Alberta Éducation et Infrastructure. Donc, le choix des architectes est fait par, comme toutes nos autres écoles qu'on a bâties jusqu'à maintenant, puis je suis sûr que vous n'êtes pas inconnus au processus. Le choix des architectes est fait par le gouvernement et puis nous, on arrive avec certaines de nos demandes et puis tout en se basant sur le guide de l'éducation et puis le manuel qu'on reçoit à chaque année. Et puis, il faut rester à travers il y a un barème qui existe, puis il faut travailler avec ce barème-là pour pouvoir construire l'école. Mais en ce moment, on est très loin de ceci. On n'a même pas encore trouvé l'architecte. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut discuter plus tard, probablement dans un des comités de réaménagement. Et puis, on peut continuer avec ça. OK, parfait, merci. Puis là, j'ai des questions sur d'autres communautés, M. le Président, si c'est possible. Oui, vas-y. OK. Kenmore, est-ce que, bon, je me suis fait poser la question par rapport au 2e étage à Notre-Dame-des-Monts, à savoir s'il y a une difficulté de terrain, est-ce que le conseil présentement est en train d'engager le ministère de l'Éducation pour voir la possibilité de construire sur l'addition qui a été faite, je pense, en 2018, qui a été finalisé en 2018. On sait que ça avait été construit pour supporter un 2e étage. C'était ce qui avait été vendu à la communauté et vice-versa au niveau ministériel aussi. Non? Donc, la communauté veut savoir si c'est un projet que le conseil pousse en attendant d'avoir des terrains et autres. Donc, en ce moment, dans notre priorité capitale, ça ne fait pas partie de la priorité capitale d'expansion, mais c'est quelque chose qu'on peut étudier. Je n'ai pas tous les détails, mais c'est quelque chose que je peux faire un peu plus de recherche. Parce que lorsque tout ceci a été fait, c'était avant que j'arrive. Parfait, merci. Puis peut-être juste, moi, je peux peut-être vous tenir au courant que j'ai rencontré le maire de Canmore la semaine dernière. Et j'ai laissé un message au niveau administratif. J'attends un retour, là, mais juste pour dire qu'il y a des
potentiels de terrain qui s'ouvrent ou qui vont s'ouvrir. Et il a offert beaucoup, dans le cadre de la discussion, beaucoup de stratégies sur comment nous, comme conseil, on devrait approcher la question des terrains dans sa municipalité. Donc, tant au niveau politique, en fait, principalement au niveau politique, parce qu'on parle à ce niveau-là. Donc, c'était été une discussion excessivement engageante et je pense qu'il va porter potentiellement fruit ici dans la région. Donc, je tenais juste à vous en faire part. Et j'ai une dernière question pour une autre communauté. Après ça, j'ai fini. Vas-y. OK. Concernant Airdrie, je pose la question parce que est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à Airdrie concernant le terrain de l'école, le nouveau terrain qu'on a à Airdrie? Est-ce que je peux avoir plus de détails? Quel terrain? Le nouveau terrain pas le terrain de l'école présentement, mais celui qu'on avait d'alloué. Puis je m'excuse, j'ai Reunion dans ma tête, mais je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. OK, donc c'est le terrain de Reunion. Okay. Et puis, quelle est votre question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a eu des changements concernant l'accessibilité et la capacité de construire une école sur ce terrain-là? C'est toujours la même chose qui se produit. On continue de travailler avec la ville et puis le gouvernement pour voir si ils sont prêts à bâtir une école sur un terrain il y a beaucoup d'arsenic sur ce terrain-là. Et puis, on travaille avec la ville pour voir comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème. Merci bien. Merci pour toutes ces questions et toutes ces réponses. On va passer au point 5.b, qui est le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts que conseiller Bergeron avait amené à la dernière fois qu'on n'a pas pu traiter. Donc, c'est un point que vous aviez demandé à rajouter à l'ordre du jour. Et vous aviez confirmé ensuite que vous vouliez obtenir le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts que chaque conseiller remplit en début d'année. Donc, ce document, il était signalé qu'il était disponible depuis le mois de février sur le drive des conseillers. Puis, je le fais parvenir récemment. Est-ce que vous voulez toujours parler de ce point, conseiller Bergeron? C'est bon, je l'avais juste mis à l'ordre du jour parce que puisqu'on ne l'avait pas, la réponse du secrétaire était qu'il y en avait qui n'avaient pas encore rempli. Alors, à ce moment-là, puisque c'est une obligation de septembre, d'après notre réunion organisationnelle qu'on avait reçue, que chaque conseiller devait en avoir une copie. Alors, c'était juste pour me voir si on l'avait. Puis maintenant, j'ai vu qu'on l'a eu. Merci. Mme Saint-Hilaire, vous voulez… Oui, je voulais juste confirmer que le document est dans le drive des conseillers depuis avant la réunion de mars et ça a été mentionné en début de réunion le mois dernier. OK, merci bien. J'ai une question concernant le formulaire, si c'est possible. Oui, conseillère Poulin. Oui, quand je regardais la définition de conflit d'intérêt, ou en tout cas la discussion, le texte sur le conflit d'intérêt dans l'Education Act, je pense que c'était l'article 85-86. Moi, je semblais percevoir que si, comme conseiller, parce que là, on reçoit un salaire, honoraire ou autre, là, d'une compagnie, organisme X, on se doit de le marquer ici. Dans le fond, c'est ma perception quand je lis le document, ce n'est pas juste seulement relié au travail comme dit, mais aussi si, par exemple, je vais donner l'exemple, je ne sais pas si moi, je suis sur un conseil d'administration X et je reçois des honoraires de ce conseil-là, je devrais le dire ici. Parce que c'est un salaire. Je vais juste faire un point d'ordre parce que ce n'est pas un point qu'on avait prévu de discuter. C'était juste le conseiller Bergeron qui l'avait amené. On ne peut pas enchaîner sur des questions, on n'était pas prêts. Est-ce que je peux vous demander de poser cette question par écrit? Puis comme c'est vraiment une question purement administrative, on pourrait y répondre par écrit? Parfait, pas de problème. Je vais le faire. Merci. Bien. Et le point 5.c qui était aussi un point de conseiller Bergeron de la dernière réunion concernant l'évaluation de la direction générale. Conseiller Bergeron. Oui, c'est ça. C'était juste pour voir parce que, étant donné qu'on avait fait un vote, on avait déjà prévu une date pour une évaluation de 6 mois de mi-temps pour la direction générale, mais on ne l'a pas fait. Alors, c'était juste pour discuter que la raison pourquoi on ne l'a pas faite. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une évaluation générale? À mon avis, on va en avoir une, mais est-ce que la date est prévue, etc.? OK.
Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce que le conseiller Bergeron vient de dire? Conseiller Ross? À plusieurs reprises, on a essayé d'avoir une réunion de comité pour l'évaluation des G, puis ça ne bouge pas. Donc, j'ai pris le lead sans être le président du comité, puis j'ai placé des dates, puis j'ai envoyé des invitations. Donc, ça se fait, ça s'en vient. Merci bien. C'est bon pour vous, conseiller Bergeron? Oui, c'est parfait, merci. Merci. Attends, Monsieur le Président, j'ai levé ma petite main. Pardon, je ne l'avais pas vu. Oui, en fait, je pense qu'au niveau procédural, le Conseil, on avait fait une proposition. On avait pris une décision comme quoi qu'on devait tenir la réunion le 26. Je pense que tant qu'on ne reconnaît pas de façon officielle qu'on ne suit plus ça, il faut continuer. Maintenant, je reconnais qu'on est rendu tard, on est rendu au mois d'avril. Il n'y a pas nécessairement de proposition sur l'ordre du jour aujourd'hui par rapport à ça, mais je pense que ça doit être une proposition formelle qui soit faite à la table du Conseil, quitte à ce que ce soit à la prochaine réunion, comme quoi que le Conseil ne tiendra pas, tel que prévu, une évaluation mi-mandat de la direction générale, tel que prévu le 26 janvier. De le faire de façon officielle, de formaliser. Conseiller Arsenault? C'est ça. Ah oui, si je fais une proposition que Geneviève Poulin s'en va à ASBA, puis pour une raison ou une autre, Geneviève Poulin ne va pas à ASBA, qu'est-ce qu'on fait? La prochaine réunion, on dit Geneviève Poulin n'a pas été à ASBA, on fait une proposition. Pour moi, on a passé la date, on a essayé, ça n'a pas marché. Ensuite de ça, conseiller Ross a décidé qu'on va faire notre évaluation de fin d'année au mois de juin. Je ne sais plus les dates, là, au mois de mai, au mois de juin. Faire une proposition pour dire qu'on a manqué une date, ça, pour moi, on a manqué la date. Aussi simple que ça. Tu ne fais pas une proposition pour dire que tu as manqué la date. On peut faire une proposition. Je ne pense pas qu'on devrait faire une proposition pour dire qu'on fait une évaluation parce que l'évaluation s'en vient. Pour la même raison qu'on ne fait pas une proposition pour notre évaluation de conseil. On choisit une date, je pense, à la fin, là, puis on a choisi une date. Jusqu'à ce temps, il y a une date de choisie à la réunion organisationnelle pour notre évaluation de direction générale à la fin juin. Puis je pense qu'on peut s'amuser avec les dates, là. Je pense que le conseiller Ross a trouvé une date qui semblait être correcte. Là. Si on peut aller de l'avant, c'est parfait. Non, moi, je ne pense pas qu'on doit avoir une proposition pour dire qu'on a manqué une proposition. La date du 1er juin a déjà été décidée pour l'évaluation annuelle de la direction générale. Elle faisait partie de la même proposition. Et celle-là, on va tout faire pour ne pas la rater. Absolument. J'entends ce qui est dit, Monsieur le Président. Par contre, en tout cas, je reviens au niveau procédural. Une décision du conseil d'administration, elle s'en tient jusqu'à temps qu'elle soit défaite. Puis c'est juste, je comprends l'aspect ASBA et tout. C'est juste que là, c'est une action que le conseil devait prendre ensemble. Moi, honnêtement, je suis prête à proposer ça, mais c'est juste au niveau procédural. Puis, je pense qu'aussi le conseil, au travers de la présidence, devrait envoyer une lettre explicative à la direction générale qui, jusqu'à un certain point, s'attendait potentiellement à avoir une évaluation mi-mandat en janvier. Okay. Vos commentaires sont notés, conseillère Poulin. On tiendra le groupe informé de comment on va gérer le reste de la situation. Et je vous rassure, il y a eu des discussions qui ont lieu. Il n'y a pas eu forcément de communication écrite, mais il y a eu des discussions qui ont lieu à ce sujet-là. Le point suivant, eh bien, à partir des points suivants, nous allons passer en huis clos. Est-ce que quelqu'un pourrait proposer de rentrer en huis clos? Conseillère Poulin, tous en faveur? OK, à l'unanimité. Donc, nous voilà maintenant au point 5.4, qui est l'adoption des résolutions découlant des huis clos. Tout d'abord, la première résolution 5.4a. Conseiller Bergeron propose de ratifier l'entente de principe intervenue avec les enseignants pour la convention collective 2018-2020. Tous en faveur? OK, à l'unanimité. Merci. Je vous avais perdu. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible d'afficher les propositions à l'écran, s'il vous plaît? Je ne les vois pas. Oh, Monsieur le Président, j'ai complètement oublié, je t'ai supposé me déclarer en conflit d'intérêt là-dessus. Là. Oups. Complètement oublié. Vous avez été trop vite. Excusez-moi. J'ai suivi le pas d'Antoine et puis très vite. Ça a été go, go, go. Hein? OK.
C'est quoi la procédure pour me sortir de là, non? Moi, je recommence. C'est fini, la proposition est passée. Non, bon, j'aime bien l'idée à Geneviève là, qu'on recommence. Là. On recommence, très bien. Oui, je vais sortir de là, moi. Là. Donc, on est au point 5.4. On tombe au point 5.4a. Donc, M. Louis Arsenault s'est indiqué en conflit d'intérêt à je ne sais pas quelle heure. 20h14. Maintenant, on peut mettre la proposition. Et donc, la proposition 5.4a, et c'est donc conseiller Bergeron qui propose de ratifier l'entente de principe intervenue avec les enseignants pour la convention collective 2018-2020. Et je vais demander si tout le monde est en faveur. Tout en faveur, conseillère Poulain? Oui, merci. Donc, à l'unanimité, il faudrait rappeler conseiller Arsenault. Merci. La proposition suivante, si on peut la mettre à l'écran, la position 5.4b. Nous avons conseiller Ross qui propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.3, traitement des parents et des élèves tel que présenté. Tous en faveur? À l'unanimité, merci. La proposition 5.4c. Et nous avons conseillère Poulain qui propose de recevoir le rapport de conformité portant sur la politique 3.4, traitement des employés et des bénévoles, tel que présenté. Tous en faveur? À l'unanimité, merci beaucoup. Monsieur le Président, pour la prochaine proposition, j'aimerais que les noms, que ceux qui votent pour et contre, soient affichés, s'il vous plaît. OK, donc on va faire un enregistrement des votes. La proposition 5.4d est que conseiller Arsenault propose que, suite à la résolution 002 21 02 26-3.a adoptée le 26 janvier 2021 en lien avec une allégation d'infraction au code de conduite des conseillers, le conseil désigne Erwan Kouasdoué, président du Franco-Sud, comme responsable de l'enquête, pleinement autorisé à prendre les mesures mentionnées suivantes. 1. Retenir les services et donner les instructions à des conseillers juridiques. Ce sera la page suivante. Merci. Des enquêteurs et des consultants tels qu'appropriés afin de mener une enquête exhaustive portant sur le sujet discuté par le Conseil lors de sa réunion extraordinaire du 26 janvier 2021, dossier 2021-1. Deuxièmement, demander de l'information et l'appui d'employés du siège social ou de toute autre personne relativement à cette enquête. Troisième point, communiquer avec des individus afin d'obtenir de l'information pertinente à l'enquête. Et quatrième point, convoquer conformément au point 15.4 du guide de procédure du Conseil une réunion extraordinaire lors de laquelle le rapport d'enquête portant sur le dossier 2021-1 sera soumis et, si approprié, une mesure disciplinaire sera recommandée. Tous en faveur? Donc, il y a 3 pour et 2 contre. Donc, la position est Est-ce que je dois mentionner les personnes qui ont voté verbalement ou est-ce que c'est enregistré? Dans le PV. Dans le PV. Dans le PV? OK, merci beaucoup. S'il vous plaît, donc, pour Erwan Kouasdoué, Nathalie Ross, Louis Arsenault et contre Geneviève Poulain et Marco Bergeron? OK. C'est correct. Juste pour être certain. Et est-ce que je peux vous demander la résolution précédente qui avait proposé? C'était conseillère Poulain. Merci. Et finalement, la dernière proposition issue des huis clos, qui était la proposition du point numéro 6.1a, l'analyse des besoins en priorité d'infrastructure. Et non, elle est là, c'est pas vrai. Et donc, Louis Arsenault propose de retenir les services de la firme Power pour la réalisation d'une analyse des besoins et priorités en infrastructure du Franco-Sud. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut y avoir un débat avant sur la proposition? Est-ce que le débat est ouvert pour la proposition ou pas? Bien, si vous avez des commentaires à faire par rapport à la proposition, oui. OK, Est-ce que vous avez un commentaire à faire?
Ben, ce que j'aimerais mentionner, c'est que, à mon avis, à moi, il est un peu trop tôt, puisque déjà, il y a des statistiques qui ne sont pas encore sorties. Alors, mon point de vue aurait été beaucoup plus d'attendre que la situation, que les données soient sorties pour ne pas dépenser des sous pour rien. Alors, moi, j'aurais aimé beaucoup plus attendre. Alors, je vais voter en conséquence que j'aurais aimé que ça attende un peu plus tard, vers septembre-octobre de cette année, afin de voir qu'est-ce que Statistique Canada nous dit. Merci. OK, merci beaucoup. OK, conseillère Poulin. Donc, moi aussi, je vais me positionner contre la proposition pour les raisons suivantes. La soumission est plus dispendieuse, puis je pense qu'à soumission égale, je préfère le pratico-pratique de l'autre soumissionnaire versus le théorique de la proposition en question. Je pense aussi qu'il y a un bénéfice d'utiliser une ressource qui est potentiellement pas utilisée ailleurs en province pour nous donner une vision puis un regard différent sur notre conseil, sur la question des infrastructures. Et je pense qu'aussi, qu'en utilisant quelqu'un de différent, il y a aussi le potentiel que ces ressources-là soient utilisées en province et non pas... il y a que ce soit un outil qui soit plus fort et plus diversifié, disons, pour la province. Donc, pour ces raisons-là, je vais me positionner contre la proposition. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Dans ces cas-là, je vais vous demander je vais relire la proposition. Louis Arsenault propose de retenir les services de la firme Power pour la réalisation d'une analyse des besoins en priorité en infrastructure du Franco-Sud. Tous en faveur? Donc, il y a 3 pour et 2 contre. Et là, donc, la résolution est passée. Merci beaucoup. Étant donné qu'il est 20h20, je vais vous proposer de remonter la pause maintenant, histoire que tout le monde puisse se rafraîchir un petit peu. Et nous allons reprendre à 20h30 très précise. OK, merci beaucoup. Oui, ça va bien long. C'est beau, tu peux y aller. OK, merci beaucoup. Nous voici donc rendus au point 6.2, politique 1.1.1, responsabilité envers le gouvernement provincial, et 6.2a, l'adoption du calendrier scolaire de l'école Notre-Dame-des-Monts. Donc, je vais passer la parole à M. Terrien. Merci, M. Goasdoué. Alors, je passe la parole à Christian qui a travaillé sur le dossier. Merci, Christian. Bonjour. En janvier dernier, on vous a présenté le Conseil scolaire Franco-Sud avait présenté 2 modèles possibles. Le modèle 2 avait été identifié pour NDM selon nos critères. Cependant, le Conseil d'école a précisé, on fait une demande pour changer la date du congé de printemps l'année prochaine, en avril 2022, pour qu'elle soit alignée avec le Conseil scolaire public et non avec le Conseil scolaire catholique. Donc, je voudrais juste la partie de gauche vous montre à quoi ça ressemblait avant. La semaine de relâche était du 15 au 22, tandis que qu'est-ce qu'ils demandent, que ce soit du 11 au 18. Donc, c'est certain que le modèle 2, l'horaire des jours pour les examens de diplôme est respecté parce qu'il n'y a pas de congé pour les élèves, tandis que pour le modèle 3, le nouveau modèle suggéré par les parents, il y a 3 journées parmi les 12 qui, les élèves sont en congé ou ne vont pas à l'école, mais qu'il y a des examens de diplôme qui sont offerts. Donc, il va falloir que l'école fasse des arrangements si ces élèves-là viennent. Si la direction jointe est en vacances, elle est obligée de revenir à l'école si les élèves veulent faire des examens le 11 ou le 12. C'est certain que le modèle 2 est aligné avec OLS, tandis que le modèle 3 ne l'est pas pour la semaine de relâche. Donc, cependant, il n'y a aucune objection de notre part d'aller avec le modèle 3 pour des raisons pédagogiques. Il n'y a aucune formation qui était prévue en avril qui va nuire
à la pédagogie et aux services offerts aux élèves ou aux enseignants. Donc, le désavantage, cependant, du modèle 3, il y a cependant que si on a souvent reçu la demande de NDM de faire un transport commun entre NDM et OLS. Donc, le modèle 2 nous permettait de faire peut-être plus cet arrangement-là, tandis que le modèle 3, ça amène une autre complexité qu'une autre semaine pendant l'année ne serait pas identique. Et c'est certain qu'il y a des coûts additionnels qui peuvent être chargés au Franco-Sud si on va avec le modèle 3 parce que, par exemple, ils ne peuvent pas faire, quand il y a des élèves dans l'école, s'ils veulent faire des grands projets au niveau de la conciergerie, ce ne sera pas possible avec le modèle 3. Cependant, puis je voulais juste vous rappeler que lors d'une lettre qui avait été envoyée en 2019 des conseillers scolaires, ça précisait que pour les raisons décrites ci haut, le dernier paragraphe précisait ceci, pour les raisons décrites ci haut, il a été toutefois décidé qu'à compter de l'année scolaire 2020-2021, le calendrier scolaire de NDM devrait l'être l'un de ceux proposés par le conseil scolaire. Ça veut dire que ce ne sera pas le cas si on va avec le modèle 3, mais comme j'ai dit, au niveau du conseil scolaire, au niveau pédagogique, on ne voit pas d'inconvénients, mais on voulait vous informer qu'il y a certains inconvénients qu'on est capable de résoudre, mais qu'il y a des inconvénients. Merci beaucoup, M. Roux. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, pour les journées d'examen du 11 du 12 avril, ça serait pour les élèves qui prendraient des cours de 12e année, la session janvier à avril. C'est des personnes de la 11e ou 12e année qui font des examens de diplôme, et ça peut être des examens de reprise de janvier qui peuvent refaire en avril. Donc, c'est difficile pour vous, en tant que parents, d'identifier quels élèves vont avoir de faire des demandes de faire des examens de diplôme. Je sais que dans le passé, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a des reprises d'examens de diplôme en avril. À ce moment-là, est-ce qu'on ferait des arrangements avec la parent pour qu'il, par exemple, vienne au bureau central faire son examen? Les examens ne seront pas au niveau de l'école, on n'est pas le centre pour faire les examens. Ça veut dire que la direction adjointe devra aller à l'école ou faire des arrangements avec le conseil scolaire Canadian Rockies ou OLS. OK, parfait, merci. Il y a des solutions. Moi, si je peux juste mettre un commentaire, c'est sûr que vous avez vu la lettre, j'espère la lettre qui a été distribuée au niveau du conseil d'école. C'est sûr que cette modification-là répond aux besoins qui avaient été exprimés par la communauté, puis aux intérêts, au bien-être des familles de l'école Notre-Dame-des-Monts en raison de la situation particulière dans la région sur l'offre de services pendant les relâches pour les parents. Donc, c'est ça. Moi, si ça répond à leurs besoins, s'il n'y a pas nécessairement d'impact au niveau pédagogique, je suis confortable avec ça. C'est marqué, le deuxième point est mentionné, plus de services offerts aux familles qui est pris en considération. Il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Non? Dans ces cas-là, est-ce que quelqu'un souhaiterait faire la proposition? Je peux la faire, si vous voulez, ou Geneviève. J'ai vu conseillère Ross qui a levé la main juste avant. Est-ce que, conseillère Ross, vous voulez faire la proposition d'adopter pour l'école Notre-Dame-des-Monts le modèle 2 du calendrier scolaire 21-22 en modifiant la date de la semaine de relâche pour qu'elle soit du 11 au 18 avril 2022 plutôt que du 18 au 22 2022. Donc, tous en faveur? Il sera mentionné modèle 3 cependant. D'accord, c'est modèle 3. Conseillère Poulain, je ne vois pas votre caméra. Oui, excusez, j'avais oublié de la mettre. Okay, merci beaucoup. Donc, tous en faveur, merci beaucoup. Coucou, Erwan, on ne t'entend pas. Bien sûr, j'avais appuyé sur le bouton en partant. Le point 6.2b maintenant, qui est donc le règlement des bureaux de vote. Conseillère Poulain. Oui, je vais donner la parole, si c'est possible, à M. Terrien, Mme Saint-Hilaire, pour l'expliquer plus concisement, si c'est possible. Absolument. Alors, Brigitte. Merci. En prévision des élections scolaires qui vont avoir lieu au mois d'octobre,
il faut, si on veut avoir la possibilité d'avoir plusieurs bureaux de vote, comme ça a été le cas dans le passé, lors d'élections précédentes, si on va avoir plus qu'un bureau de vote par aire électorale, il faut adopter ce règlement-là. Et l'objectif du règlement, qui doit être passé avant le 30 juin, c'est de permettre au directeur du scrutin d'établir des bureaux de vote à plusieurs endroits. Le règlement est soumis pour la première lecture ce soir. La première lecture demande qu'on le lise au complet. Je sais qu'il avait été question de possiblement faire les 3 lectures ce soir. Je ne sais pas, conseillère Poulin, si c'est toujours votre intention. Alors, si c'est le cas, il va falloir ajouter 2 autres résolutions dans lesquelles on peut simplement mentionner le titre du règlement et son numéro. Alors, est-ce que vous souhaitez procéder à l'adoption des... J'essaie juste de voir le visage à M. Gazdoué, oui ou non, si on a le temps. Non, OK, donc seulement première lecture ce soir. OK. Est-ce que vous allez faire la lecture, conseillère Poulin, ou je la fais? Je peux la lire, c'est correct. Donc, règlement 2021-0-01, établissement des bureaux de vote pour l'élection générale des conseillers scolaires. Attendu que le Conseil scolaire franco-sud de Southern Francophone Education Region dessert un vaste territoire incluant plusieurs municipalités. Attendu que l'article 37.3 du Local Authorities Election Act permet à un conseil scolaire d'adopter un règlement permettant l'établissement de plus d'un bureau de vote par aire électorale, ainsi que l'emplacement de ces bureaux de vote. Le conseil d'administration du Conseil scolaire franco-sud décrète ce qui suit. Le directeur du scrutin est autorisé par le présent règlement à désigner plus d'un bureau de vote pour chacune de ces aires électorales et à déterminer l'emplacement des 10 bureaux de vote. Le présent règlement entrera en vigueur et prendra effet à la date de son adoption en 3e et dernière lecture. Suite à l'adoption en 3e lecture du présent règlement 2021-01, le règlement 2013-02 sera abrogé. Première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et après, c'est signé à la fin par la présidence et la secrétaire corporative. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à une proposition. Alors, est-ce que conseillère Poulin, vous proposez… Ah, pardon, madame. Brigitte, tu voulais dire quelque chose? Je voudrais simplement vous proposer d'ajouter à la fin comme précision, après qu'une lecture intégrale du règlement ait été faite, pour que ce soit clair que la lecture a été faite au complet. Donc, après une lecture intégrale du nouveau règlement, conseillère Poulin propose d'adopter en première lecture le règlement numéro 052/2013 visant à permettre au directeur du scrutin d'établir plus d'un bureau de vote par aire électorale. Tous en faveur? OK, à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci. Donc, peut-être juste faire un suivi, M. le Président, prévoir à la prochaine réunion une deuxième et troisième lecture. Deuxième et troisième. Oui. Et à la deuxième et troisième lecture, on n'a pas besoin de lire toute la chose, on a besoin de nommer le titre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, juste mentionner, lorsqu'on fait la troisième lecture, il faut que tous les conseillers en soient d'accord pour lire la troisième lecture. OK, on s'attachera à ce point-là. Si on veut le faire en même temps que la deuxième lecture. On s'y attachera à ce point-là. Merci beaucoup. Donc, c'est le temps maintenant en 6.2c d'insérer ici le rapport de la direction générale et concernant la refonte du programme d'études. Sachant qu'en sortie de ce rapport ou de cet échange, il y aura une proposition de participer ou de ne pas participer au pilotage de la refonte du programme d'études proposé par le gouvernement pour Franco-Sud. Monsieur Thérien. Merci, Monsieur Gazdoué. Alors, pour faire un résumé de certains événements de la dernière semaine, vous savez que depuis le dévoilement, de l'ébauche du nouveau curriculum, plusieurs parties prenantes se sont exprimées en défaveur de celui-ci, dont certains membres de la communauté, de notre communauté. Et depuis, j'ai eu l'opportunité, depuis le dévoilement, de participer à différentes rencontres pour discuter du curriculum, entre autres avec CAS, la Fédération des conseils scolaires francophones, DG francophone et avec le sous-ministre. Comme vous le savez,
organisations, donc l'ACFA provinciale, la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, la Fédération des parents francophones de l'Alberta et la Société historique francophone de l'Alberta ont émis un communiqué de presse conjoint et en date du 6 avril dernier qui remettait en question la capacité du gouvernement albertain de répondre adéquatement aux besoins éducatifs et culturels et linguistiques qui sont uniques et spécifiques aux élèves francophones. En soulevant plusieurs points, dont le manque d'inclusion de la perspective francophone dans le curriculum et que le curriculum ne devrait pas être une simple traduction du curriculum général, mais plutôt développé de manière simultanée, mais rédigé avec une lentille francophone, puis visant à permettre aux élèves francophones de développer leur identité, leur appartenance à la communauté francophone, et ce, à travers une diversité de matières. Lors de la dernière rencontre de la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, les 4 DG ont souligné, entre autres, suite aux sessions d'information et à notre analyse, que les ébauches du nouveau curriculum ne répondaient pas adéquatement au mandat d'éducation francophone et que la perspective francophone n'était pas présente beaucoup à travers tout le curriculum ou l'ébauche. Et il a été aussi mentionné que le curriculum semblait découler d'une traduction, qu'il était très lourd et qu'il ne respectait pas les stages de développement de l'enfant. Donc, le développement de l'enfant en cours de cheminement. De plus, nous avons mentionné que le processus de consultation à travers les groupes de travail semblait avoir été fait rapidement et que les changements proposés par les groupes de travail au mois de décembre n'ont pas été retenus ou très peu. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains membres du personnel qui ont participé au groupe de travail. Et ils ont partagé que le temps était très limité afin de fournir la rétroaction et qu'une partie des changements proposés n'avait pas été retenue. La grande partie des changements proposés n'avait pas été retenue dans l'ébauche du nouveau curriculum, dans les matières dans lesquelles ils ont travaillé. Ils ont mentionné qu'ils ont travaillé à partir de documents qui étaient en anglais et que les discussions se faisaient en anglais dans les groupes et même par moments dans le groupe qui travaillait sur le curriculum en français. Alors, ils sont aussi d'accord que le curriculum était, de leur point de vue, pour certaines parties du curriculum, était très chargé et n'était pas adapté au développement de l'enfant dans certaines matières et certaines autres. Les commentaires qu'on a reçus, Erwan, M. Goasdoué vous a partagé plusieurs des commentaires qu'on a reçus de la communauté jusqu'à date et qui démontrent que une partie de notre communauté est inquiète et ne sont pas nécessairement d'accord avec ce que le gouvernement propose. J'ai reçu aussi quelques commentaires des directions d'école qui me confirment qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau des enseignants. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui est proposé. Ils sont inquiets et ne supportent pas. Et là, je mets ça en guillemets parce que je n'ai pas eu une réponse je n'ai pas eu une réponse de chacune des directions, mais ne supportent pas la phase du pilotage. Puisqu'on parle du pilotage, je voulais juste, avant de vous laisser parole, il y a beaucoup de questions quant à la phase de pilotage pour ce que le sous-ministre nous a présenté, entre autres. L'objectif du pilotage en classe, c'est vraiment de tester les l'ébauche du curriculum en contexte de classe. Ce qu'il nous a dit, c'est de donner aux autorités scolaires un mécanisme structuré pour fournir des commentaires éclairés sur le curriculum. On nous a mentionné que c'était aussi pour fournir la possibilité de raffiner ou d'affiner l'ébauche du curriculum en fonction des commentaires et des expériences en classe.
et d'aider le système, c'était fait en fonction d'aider le système à renforcer les capacités tout au long de l'année et de se préparer à la mise en œuvre provinciale qui va se faire en 22. Parce que c'est un peu problématique, à mon point de vue, c'est au niveau de la procédure elle-même, au niveau du pilotage. Il y a des sessions d'information qui auront lieu le 16 et le 23 avril pour des sessions administratives là, au niveau pour s'informer du pilotage. Cependant, les conseils doivent confirmer leur participation ou non d'ici le 7 mai. Et les sessions d'orientation, si vous voulez, pour les enseignants et les leaders qui ont démontré un intérêt se feraient en juin. Voilà où il y a une problématique, c'est que le perfectionnement professionnel, l'étude des ressources et tout ça va se faire de juin à août, donc pendant l'été, pour nos enseignants. Si on avançait avec ce projet-là. Et le pilotage n'est pas sur une année complète. Donc, le pilotage se ferait de septembre à février, selon ce qu'on a reçu comme information du sous-ministre, et que le lancement du curriculum se ferait en avril 2022 pour une implantation au niveau de la province en septembre 2022. Donc, le pilotage, en fin de compte, on parle d'à peu près 6 mois. Et puis ensuite, une période là, pour cumuler l'information et ainsi de suite. Alors, je vais m'arrêter là et vous passer la parole. Merci beaucoup, M. Terrien. Conseiller Ross. Merci beaucoup pour toute l'information. C'est beaucoup à digérer, comme tous les messages qu'on a eus des parents puis du feedback du personnel de Franco-Sud. Je l'ai tout lu, j'ai tout pris le temps de lire puis de digérer puis d'essayer de comprendre toutes les différentes choses que j'ai lues. Par rapport à ce que tu viens de nous présenter, on va juste avoir 2 mois, le gouvernement va juste avoir 2 mois après le pilotage pour implanter puis continuer avec ça, avec tout le feedback qui va être donné après ça. Je prends pour acquis que durant la période de 6 mois, il va y avoir des moments où la rétroaction va rentrer au fur et à mesure. Je ne pense pas qu'ils vont attendre au mois de février avant de compiler le tout, mais bien sûr, il y aura de l'information qui va venir plus tard. Oui. Donc, si je comprends comme il faut, ça voudrait dire qu'au mois de mai, ça va être effectif, puis ça va être comme ça dorénavant, ou ça va vraiment débuter au mois de septembre pour la prochaine année scolaire? Alors, l'annonce officielle de ce qu'on nous a donné, transféré comme information, se ferait en avril 2022, mais l'implantation débuterait en septembre 2022. OK, merci. Il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, moi, Monsieur le Président. Oh, j'ai lu ma petite. Oui, je n'avais pas vu, je vais la voir. Je vais la baisser. Ensuite. Je vais la baisser. OK. Moi, j'ai deux. J'ai reçu j'ai reçu une lettre ce matin. Je vous l'ai faite parvenir aussi d'un parent de médécinate, entre autres, sur le questionnement justement de ce curriculum-là. Alors, moi, il y a une chose, c'est sûr et certain qu'étant la voix, nous sommes la voix des parents aussi, on voit les réactions. On a des enseignants qui sont parents aussi, qui sont inquiètes. Moi, c'est sûr et certain qu'on est là pour prendre une décision là-dessus. Mais j'aimerais entendre la recommandation de notre directeur général là-dessus. Merci. On va finir le tour de table d'abord, si vous voulez bien, conseillère Poulin. Merci. J'écrivais ma pensée en même temps qu'on parlait, là, puis c'est un petit peu... bon, OK.
j'ai essayé de trouver quelque chose de positif dans tout ça. Puis ce que j'en ai sorti, c'est que je reconnais que Mme la ministre a suivi son engagement qui était de mettre sur pied un curriculum puis le présenter. Fait que je reconnais cet aspect-là positif de la situation. Par contre, tout ce qui est le contenu, l'annonce, le temps de l'annonce, le temps de rétroaction, etc., tout ça, pour moi, c'est mal choisi puis mal préparé. On est en milieu de COVID. Ce n'est pas le temps de lancer quelque chose. Ce n'est pas le temps de mettre en place les enseignants. Moi, je me suis permise de parler avec quelques enseignants, puis ils sont essoufflés, ils sont fatigués. Ils ne sont pas prêts à faire ça. C'est comme si c'est une roche de plus de leur mettre sur leurs épaules en mode COVID. Ils ne sont pas prêts. La grosse inquiétude, que ce soit pour ce curriculum-ci de pilotage ou un autre, peut-être la mise en place ou autre plus tard dans les prochaines années, que j'ai entendu, c'est l'accessibilité aux ressources. S'assurer que les ressources soient en place, accessibles et fournies lorsque la mise en place d'un curriculum, parce que ça semble être un défi, soit en province et aux francophones, ça, ce n'est pas clair pour moi, mais ça, c'est problématique. Donc, de lancer un nouveau curriculum ou de piloter un projet en mode COVID, c'est pas ce que les enseignants sont fatigués. Ils ne peuvent pas le faire présentement. Pour ce qui est du contenu, on a reçu beaucoup de feedback par rapport au contenu. C'est sûr que quand j'ai questionné mes présidences de conseil d'école, eux, ils n'ont pas lu le curriculum. Fait que le feedback qu'ils ont, c'est ce qu'ils voient sur les médias sociaux qui sort. Je pense qu'ils attendent avec beaucoup de patience. Ils attendent d'entendre le message que Franco-Sud va donner par rapport au curriculum parce que depuis le 29 mars, quand ça a sorti, nous, on n'a encore rien sorti. On a transféré les choses de la Fédération, mais il leur manque l'information de Franco-Sud. Ce que moi, j'entends ou que je vois qui circule, c'est qu'ils ont hâte de savoir comment nous, on va se positionner. Donc, c'est ça. Fait que pour ce qui est de ma part, oui, j'aimerais attendre la recommandation de la direction générale. Par contre, moi, aujourd'hui, même s'il y a peut-être certaines portions du curriculum qui potentiellement pourraient être correctes, je pense qu'on m'a mentionné que le français potentiellement pourrait avoir un certain niveau d'acceptabilité, si on veut. Même à ça, présentement, je ne serais pas confortable de supporter une recommandation de piloter, que ce soit en partie ou au complet, le curriculum avec ce que j'ai entendu des parents et des professeurs, mais je suis prête aussi à prendre la perspective administrative. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres choses qu'on souhaiterait ajouter? Je regarde tout le monde, pas ce point-ci. Moi aussi, j'ai reçu beaucoup de communications et j'ai parlé avec pas mal de monde. J'ai eu la chance d'assister à une réunion de conseillers d'école aussi. Donc, sans élaborer sur tout ce que vous avez déjà été dit, j'ai ressenti aussi beaucoup de sentiments qui vont de l'inquiétude à la colère. Puis les points majeurs, moi, que j'ai retenus, c'est qu'il y avait un contenu qui n'était pas adapté au développement des enfants, que ce soit sur les sujets choisis, la manière de les aborder, le moment où ils sont enseignés, ou le volume d'informations que les jeunes doivent mémoriser. Ce n'était vraiment pas rassurant. Une phrase que j'ai retenue hier, c'est que ce programme d'études a été fait en suivant une logique d'adulte et ils ont potentiellement oublié de mettre l'enfant au centre. Et je trouvais ça intéressant comme imagerie. Le deuxième point, c'était que c'est un programme d'études qui ne reflète pas la communauté francophone actuelle. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été dits dessus. Et les enseignants, on a eu des enseignants comme M. Terrien l'a dit, de Franco-Sud, qui ont participé au développement du programme. Et ce que j'entends, c'est que les suggestions, commentaires et apports sont très peu ou pas présents du tout dans cette ébauche. Les conseils aussi, par l'entremise de la Fédération, ont essayé de porter main forte pour aider à développer le programme. Et il n'y a pas eu une grosse écoute du gouvernement. Donc, si on partait avec l'idée de dire qu'on allait essayer de piloter certaines d'entre elles et qu'on allait essayer de changer les choses de l'intérieur, je ne suis pas rassuré du tout sur notre capacité de changer les choses, vu le track record qu'on a eu où on en est arrivé maintenant. Et puis finalement, M. Terrien l'a dit, c'est la situation de la pandémie. Mme Poulain l'a dit aussi, ce serait très dur de demander aux enseignants de s'avancer là-dessus. Donc, moi, je me positionne très clairement comme en ne voulant pas piloter le programme d'études à ce point-ci.
S'il n'y a pas d'autres commentaires, M. Thérien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ah, conseillère Poulin. Si on ne pilote, ma question est, si on ne pilote pas le programme, est-ce qu'on, deux choses. Quel est notre potentiel de pouvoir influencer la modification du curriculum? La première question, ça va être ça. Ça va être quoi la stratégie? Parce que je pense que ça doit être super clair pour nous comme conseillers, quelle est la stratégie qui va être mise en place pour potentiellement faire pression pour modifier le curriculum. Puis l'autre chose, c'est est-ce qu'il y a potentiellement des implications financières et ou sur d'autres projets que de ne pas piloter le programme, ça pourrait avoir un impact négatif sur Franco-Sud. Fait que deux volets de questions. M. Thérien, je vous laisse répondre. Oui, alors, et ça fait un peu partie de ma recommandation, c'est que le Franco-Sud peut quand même faire sa propre analyse en collaboration avec les 3 autres conseils francophones. Et là, on parle d'une analyse en profondeur et soumettre au ministère de l'Éducation ses recommandations. Un n'empêche pas l'autre. Et comme vous le savez, le pilotage n'est pas obligatoire. Donc, ce n'est pas mandaté par le ministère. Donc, les conseils peuvent se sentir tout à fait à l'aise de se retirer. Pour ce qui est du côté financier, je ne vois pas que le conseil pourrait être pénalisé. Ce que je sais, c'est que si on participait au pilotage, ça vient avec des dollars. Mais combien... moi, j'ai l'impression qu'on parle de couvrir la suppléance, par exemple, si l'enseignant doit se déplacer ou être retiré de la salle de classe pour faire son travail, mais je n'ai pas de détails là-dessus. Je ne sais pas si, Christian, toi, tu as eu plus de détails là-dessus. Non. Non, il n'y a pas eu plus de détails. Ils ont dit qu'on aurait plus d'informations dans 2 à 3 semaines, mais selon moi, ça va payer les dépenses des enseignants pour se rendre du point A au point B. S'il y a des sessions à Edmonton, si on retourne à la normale. Et pour les ressources, ils n'ont pas encore mentionné si on recevrait un montant pour pouvoir tester les ressources. Une dernière remarque, conseillère Poulin? Oui. Je pense que je sens un certain consensus autour de la table. Fait que je vais juste faire ma prochaine remarque qui est pour plus tard. Je pense que si on avance avec un projet de ne pas piloter, ce que je vous demanderais, M. le Président, c'est de s'assurer qu'on a une communication qui sort clairement et rapidement auprès de nos communautés. J'ai l'impression que dans ce dossier-là, présentement, on est un petit peu en arrière au niveau de la communication, puis ça a créé certaines inquiétudes qui potentiellement auraient pu être allégées ou diminuées si on aurait communiqué peut-être ou rassuré peut-être plus tôt sur nos intentions, comment est-ce qu'on allait agir. Donc, par exemple, discuter de ça ce soir. C'est juste, je pense qu'on doit sortir une communication rapide et claire et dans les prochaines démarches, de s'assurer qu'on garde les conseillers au courant de ce qui se passe rapidement. Et peut-être pas attendre aux prochaines réunions de conseil, s'il vous plaît. C'est noté. Conseiller Bergeron, Merci. le mot de la fin. Oui, juste pour mentionner, en écoutant le directeur général dans sa recommandation, je pense que ce qu'on a besoin, c'est du temps. On ne demande pas, on ne dit pas, à mon avis, qu'on ne le fera pas, le pilotage. C'est juste qu'on ne peut pas le faire là parce qu'il nous manque énormément de données. On n'a pas eu le temps d'analyser le tout et puis on a certaines recommandations avant. Alors, pour mon avis, on devrait peut-être demander à retarder le processus du gouvernement à faire du pilotage. Merci. Merci. Conseillère Ross, vous aviez levé la main ou c'était… Non? OK. Dans ces cas-là, est-ce qu'un conseiller souhaite faire une proposition? Ou conseiller Bergeron? Donc, je peux lire la proposition telle que je l'avais écrite au départ. Et si je ne me trompe pas, c'est que le conseiller Bergeron propose de ne pas participer au pilotage de la refonte du programme d'études tel que proposé par le gouvernement.
On Je pourrait le relire peut-être une deuxième ajouter fois. à ce moment-là. Ben, c'est tel que proposé par le gouvernement. C'est Parfait. le programme qui est proposé maintenant. Est-ce que je peux peut-être proposer un amendement amical Conseillère Poulin? tel que proposé par le gouvernement le 29 mars? Parce que si dans une semaine, ils reviennent avec une proposition, un changement, peut-être qu'on va vouloir réévaluer la question. Conseiller Bergeron, c'est votre proposition. Est-ce que vous acceptez ce Oui. changement Ce amical? premier Parfait. amendement-là, oui, amendement amical accepté. Merci. Merci beaucoup. Conseiller Arsenault? Ouais, c'est que je pensais de ne pas parler, là, puis il faut que je dise de quoi, là. Tout ce que c'est que monsieur... Allez-y. Non? Si vous voulez que je dise rien, c'est correct, Monsieur le Président. Allez-y, c'est correct. On n'a pas encore lancé la proposition. Tout ce que c'est que M. Terrien a dit, je suis en d'accord avec. 100%, sans question. La façon que ça va, que le gouvernement, puis tout ce que c'est qui est dans le curriculum est pas correct. Pas correct, pas tout, là, mais il y a des choses qui sont bonnes. Là. Mais tout ce que c'est que on entend j'ai lu tous les courriels des parents et des enseignants et l'inquiétude. Et la stratégie des testeurs pour nous autres, c'est de dire au gouvernement, on ne pilote pas. On ne s'assied pas à cette table-là. Et j'espère que vous comprenez très bien. Là. Puis c'est une décision que j'espère que vous êtes les yeux grands ouverts. Là. Et si le gouvernement décide d'avancer avec ça, avec 10 conseils anglophones qui vont piloter ça, durant le pilotage, là, comme M. Terrien a mentionné tantôt, il va y avoir du feedback des conseils anglophones qui vont donner ça au gouvernement. Puis nous autres, on va se lever à la main pour dire on veut parler aussi, là, mais ils vont peut-être nous écouter de la même manière qu'ils nous ont écouté avant. Puis là, si encore qu'ils décident, parce qu'on a vu l'ancien gouvernement, quand l'ancien gouvernement coupait la DEF, on a crié sous les toits pour dire qu'on ne voulait pas qu'ils touchent la DEF, ils l'ont fait pareil. Et si le gouvernement décide d'avancer avec ce curriculum-là, c'est qu'il décide d'avancer avec des conseillers anglophones. Nous, ensuite de ça, on va aller dans les médias. On va dire aux médias, ils ne nous ont pas consultés. Vous savez-vous ce que c'est que les gouvernements vont dire? On vous a donné la chance de vous asseoir à table, vous avez dit non. Et c'est ça le risque. C'est un risque énorme qu'on est en train de faire pour dire qu'on ne fait pas ça. Et je suis entièrement d'accord avec toutes les bébites, puis les problèmes, puis toutes les choses qu'il y a dans ce curriculum-là. Je suis entièrement d'accord. Okay? Je ne suis pas en désaccord avec ça. Je sais que les enseignants ne sont pas contents. Je suis marié avec un enseignant, je le sais. Mais dès cette heure, il y a un risque qu'il y a 10 conseillers anglophones qui pilotent ça. Puis les 10 conseillers anglophones, puis croisez-vous les doigts, les amis, parce que c'est eux autres qui vont décider qu'est-ce qu'il y a dans le curriculum francophone. Parce qu'on n'est pas assis à cette table-là. Et c'est ça qui est mon seul point que j'ai à donner là-dessus. Merci beaucoup d'avoir partagé. Je ne voudrais pas réouvrir un tour de débat parce qu'on n'a vraiment pas le temps de le faire. Je sais que c'est très important. Madame Ross, j'aimerais que Mme Ross donne son point de vue parce que là, vous avez donné votre point de vue, M. Guazdou, et Mme Ross ne l'a pas donné. Je lui ai donné la parole. Elle a juste décidé de ne pas la prendre. Mais je suis d'accord de vous laisser parler, conseillère Ross. Est-ce que vous voulez parler, conseillère Ross? Je vais le faire vite. Je suis carrément d'accord avec presque tout ce que j'ai lu, des emails, les médias, des conversations face à face. Je ne suis pas satisfaite avec. Mais le big picture, là, il y a juste 4 conseils français en Alberta. Puis on va perdre notre droit d'être francophone puis de participer à ce que nos enfants vont apprendre de notre culture puis de notre langue si on ne participe pas. Je ne suis pas experte dans les éducations, je ne suis pas experte dans ce qui se passe dans les écoles, mais je ne peux pas aller me coucher le soir en disant il y a quelqu'un d'autre qui peut faire les décisions pour ce que mon enfant va apprendre dans une école francophone, de tous nos enfants vraiment, puis de donner mon droit aux anglophones de faire la décision parce qu'on se bat carrément tous les jours pour être francophone, puis là, on est en train de dire non, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Ça fait je peux pas suivre la proposition. C'est tout. Merci. Merci bien, conseillère Poulin.
Oui, je veux juste clarifier, peut-être au niveau administratif, est-ce qu'on peut nous dire combien de conseils présentement ont accepté de piloter le curriculum? Moi, je n'ai pas vu personne autre que Calgary Catholic qui avait indiqué qu'il y avait à un certain niveau, il allait participer. Je n'ai pas cette information-là et les conseils ont jusqu'au 7 mai pour se prononcer. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu qu'il y a des conseils scolaires qui avaient déjà dit oui Non, contre j'en la ai table des conseillers vu, sur j'en ai les vu réseaux aucun qui sociaux? s'est prononcé positivement, juste certains qui se sont réservés le droit de continuer à analyser en profondeur. OK. C'était de là, je comprends le point, M. Arsenault, Mme Ross, c'était de là ma question au niveau de la stratégie. Et on peut dire non aujourd'hui, mais quelle stratégie on va utiliser? C'est ça mon point. C'est que si on dit non aujourd'hui, là, OK, mais on peut s'entendre sur la stratégie qu'on va mettre en place, puis comment est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que c'est certain que je ne laisserai pas, je n'ai pas l'intention de laisser un conseil scolaire anglophone la capacité de gérer de ce qu'on va apprendre dans nos écoles francophones, mais en même temps, il faut qu'on ait sur place un processus de stratégie pour influencer le gouvernement. Puis, il faut le faire de façon respectueuse auprès de Mme la ministre. Fait que je pense que le communiqué de presse ou la communication qu'il faut sortir doit avoir un niveau de respect envers le processus qui démontre notre respect envers le ministère de l'Éducation et Mme la ministre. Et qu'on s'assure justement de mettre en place cette stratégie-là. Et c'est là que moi, comme conseillère, c'est ça que je veux savoir. Donc, sortons la communication, mais revenez-nous vite avec la stratégie en place. Puis j'espère que ce qu'on va déterminer comme stratégie, que ce soit au niveau administratif ou de la fédération ou quoi que ce soit, c'est que ça va être pour y aller de façon proactive avec le ministère de l'Éducation et non pas de l'attaquer. C'était pour encore garder nos liens positifs avec eux. OK, c'est noté. Je pense qu'on peut faire très confiance à nos directions générales pour protéger le curriculum et ce qui se passe dans nos salles de classe. Donc, j'en reviens à la proposition. Conseiller Bergeron propose de ne pas participer au pilotage de la refonte du programme d'études proposé par le gouvernement le 29 mars 2021. Tous en faveur? Donc, je vois 3 pour et 2 contre. Donc, la proposition est adoptée. Merci beaucoup. Le point suivant qui est la politique, le 6.3, politique sur l'engagement en matière de gouvernance. C'est une modification au guide des procédures. Donc, c'est le nom de conseiller Bergeron parce que vous êtes le responsable du comité de gouvernance, j'imagine. Mais la proposition, telle qu'elle se lit, est de proposer, suite à la réception d'un avis juridique au sujet des notes et procès-verbaux de huis clos, de retirer le point 9G du guide des procédures des conseillers et de modifier 6.2 pour indiquer qu'aucun procès-verbal de huis clos ne sera dressé et qu'aucune note ne sera prise lors des huis clos, sauf dans les cas prévus par la loi, et que ces notes seront considérées comme étant des documents transitoires détruits conformément aux règles du Franco-Sud à ce sujet. Conseiller Bergeron, est-ce que vous voulez prendre la parole ou est-ce qu'on peut donner la parole directement à Mme Saint-Hilaire? Vous pouvez donner la parole, je pourrais prendre la parole après pour la seule recommandation, ça serait d'attacher à cette politique-là dans le guide, attacher l'avis juridique qui a été fait, de l'attacher après cette politique-là. Merci. Je voulais simplement mentionner que conseillère Poulin m'a soumis juste avant le début de cette réunion-ci des précisions qu'elle voulait voir être apportées. Alors, si on pouvait afficher le document qui est tout de suite suivant celui-ci dans le drive des conseillers, ça indique version 2. Alors, c'est simplement quand on parle de ne pas prendre, de prendre des notes simplement dans les huis clos dans les cas prévus par la loi, on préciserait dans les cas prévus par le Education Act ou toute autre loi. Et il y avait la question de savoir qu'est-ce qu'est un document transitoire. Évidemment, le calendrier de conservation et de disposition des documents du Franco-Sud va fournir une explication de ce que sont les termes qui sont utilisés dans ce calendrier-là. Mais par contre, on pourrait simplement ajouter ces notes sont considérées comme des documents transitoires et ajouter entre parenthèses, c'est-à-dire conservés pour un temps limité. Alors, je pense que ça répondrait à la demande de précision de conseillère Poulin.
quant à dire qu'on va incorporer un avis juridique dans un guide de procédure, ça me paraît un peu inusité. C'est peut-être quelque chose qu'on peut rediscuter en comité de gouvernance, mais ça me paraîtrait hautement inusité d'avoir un avis juridique qui potentiellement est public, incorporé dans un... si les conseillers veulent lire, se rassurer avec l'avis juridique, avec la lecture de l'avis juridique, après ça, je ne vois personnellement pas qu'est-ce que ça donne de plus de l'incorporer au guide de procédure, mais c'est une conversation qu'on peut garder pour un autre temps. Le but pour moi, M. le Président, c'était juste l'effet du document feuille. Alors, si on dit que nous, on a basé notre décision avec un avis juridique, il faut être capable de retracer cet avis juridique-là. Merci. Je pense qu'on va être capable de le retracer à n'importe quel moment. Je veux dire, on prend beaucoup de décisions avec des avis juridiques sans pourtant les partager avec tout le monde. Je comprends votre point, mais comme Alain Saint-Hilaire l'a dit, vous pourrez peut-être le revisiter lors du comité de gouvernance. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou est-ce qu'on peut passer à la proposition immédiatement? Peut-être, en fait, transitoire veut dire quoi? Je pense, moi, c'était ça, je voulais voir transitoire qui disait 30 jours, 40 jours ou 50 jours. Parce que ce que j'ai trouvé le plus difficile quand je suis devenue conseillère, c'est de lire le guide, puis d'essayer de l'interpréter et d'aller chercher certains, comme par exemple loi, d'aller définir c'était quoi loi. Fait que j'essaie d'être le plus clair possible en me plaçant comme étant un nouveau conseiller. Fait que c'est plutôt ça. Moi, je vais être transitoire si selon le dossier de gestion des documents que vous travaillez présentement, ça dit 30 jours, ben, moi, je ferais juste mettre transitoire, je mettrais 30 jours en parenthèse, d'être un petit peu plus précis. Puis au niveau des lois, on dit Education Act ou toute autre loi. C'est encore là. Je vais interrompre tout de suite et de ne pas rentrer dans les détails. On n'a pas le luxe de pouvoir rentrer dans les détails tout de suite. Il nous reste 14 minutes avant la fin de la réunion. On a des points très importants à passer. Je ne voudrais pas qu'on compte les virgules. Okay. Donc, peut-être juste ce transitoire, mettre la parenthèse. Dans ce cas-là, l'Education Act et autres lois, je pense que je suis correct qu'on le laisse comme ça. Mais j'imagine que, comme dans les autres documents constitutifs du Conseil, on met des références, Education Act, blablabla, les numéros, les ci, ça. Fait que les autres lois, vous allez les mettre comme référence là. Fait qu'à ce moment-là. Ça nous donne aussi la flexibilité que s'il y a autre chose ou s'il y a quelque chose qui nous a échappé ou s'il y a autre chose qui est adopté, à ce moment-là, on n'a pas besoin à toutes les fois de changer notre guide de procédure. Le problème à tout vouloir reproduire exactement dans tous les documents qu'on fait, c'est qu'aussitôt qu'il y a un changement qui est fait, on est obligé de faire ça, faire les ajustements dans tous nos documents. Alors, je pense que si on peut partir avec l'idée que si c'est requis par la loi, on va le faire. Je pense que déjà là, si on dit qu'on va se conformer à la loi, je pense qu'on a déjà un bon point de fait. Et puis, pour la conservation des documents, le calendrier n'est pas officiellement adopté encore. Donc, à ce moment-là, je ne ferai pas de référence avec un document qui n'existe pas encore officiellement. Il sera toujours temps plus tard de le préciser puis de référer. Puis, comme je vous disais, de toute façon, l'explication va être là de tous les termes qui sont utilisés dans le calendrier. Est-ce que ça conviendrait? OK. Donc, est-ce que j'ai mon micro? Oui. Donc, est-ce que conseiller Bergeron, vous faites cette proposition? Ben, si quelqu'un d'autre veut la faire. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire cette proposition? Conseiller Ross? Donc, conseiller Ross, propose, suite à la réception d'un avis juridique au sujet des notes et procès-verbaux de huis clos, de retirer le point 9G du guide de procédure des conseillers et de modifier 6.2 pour indiquer qu'aucun procès-verbal de huis clos ne sera dressé et qu'aucune note ne sera prise lors des huis clos, sauf dans le cas prévu par la loi, et que ces notes seront considérées comme étant des documents transitoires détruits conformément aux règles du Franco-Sud à ce sujet. Donc, tous en faveur? Donc, à l'unanimité, merci. Donc, il est 9h20. Monsieur Terrien, je me retourne vers vous parce qu'on a des points très importants à discuter qui suivent. Qu'est-ce que vous préféreriez? Comment est-ce que vous souhaiteriez? Est-ce qu'on a assez de temps avec 10 minutes ou est-ce qu'il faut qu'on arrive à étendre, au moins pour couvrir les 2 points concernant le budget? Alors, on avait prévu c'était 45. Combien de temps? Je vois 45 minutes ici, là. Je n'avais pas vu ça avant. 45 minutes. Alors,
Je vais poser la question autrement d'abord. Est-ce que tous les conseillers sont confortables de prolonger jusqu'à 22 heures la durée de la réunion? Et sinon, êtes-vous confortable qu'on continue la réunion sans vous, conseillère Poulin? J'ai fait mes arrangements. Je suis correct jusqu'à 22 heures. Merci. Jusqu'à 22 heures. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a des empêchements pour quelqu'un d'autre de continuer jusqu'à 22 heures? Moi, je ne vois pas. Il n'y a aucune proposition, hein, Monsieur le Président. Ce n'est pas une proposition, non. Mais j'imagine que… Non, ben, les prochains points, il n'y a aucune proposition? Non. Excellent. Donc, moi, je vais quitter à 9h30. Est-ce Et que je vous donne le OK de continuer sans moi, étant donné qu'il n'y a pas de proposition, c'est avec l'information qui peut être partagée ensuite. OK, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un de ceux qui peuvent rester souhaiterait faire la proposition de rester jusqu'à 22 heures? Conseillère Poulin? Donc, tous en faveur? OK. Donc, on va pouvoir rester jusqu'à 22 heures. Donc, on va pouvoir enchaîner avec le point. Merci à vous. Merci à tous pour votre flexibilité. Avec le point 7.1 A, qui est la mise à jour mensuelle en finance. Monsieur Terrien, je vous passe la parole. Alors, Isabelle? Oui, Stéphane, je vais partager mon écran. Tu n'auras pas besoin. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, merci. Oui? Oui. OK. Alors, je vais être très bref. Vous allez constater que les revenus totaux budgétés et les résultats actuels, l'écart s'agrandit par rapport au mois précédent. Et puis, la même chose s'applique aussi pour les dépenses par rapport au budget. Comme je l'explique à chaque rapport financier, mise à jour du rapport financier, c'est que ça inclut à ce moment-là les dépenses du COVID et les revenus du COVID qui n'ont pas été budgétés. Et non seulement cette fois-ci, aussi au mois de mars, on a un plus grand écart au niveau des revenus. La raison est la suivante. Je vais vous partager le graphique qui explique clairement au mois de mars sur les 3 années. Vous voyez mon graphique? Oui? Non. Non? Juste le tableau. Le tableau encore de mon rapport ou le graphique? Le tableau. OK, attendez. Il faut que je vais partager. Voyons. Seigneur. Problème technique à mon tour. Trop d'écran. Où est-ce que c'est? OK, je ne suis pas capable de… OK. Stop sharing. Je recommence. Je share l'écran. Voilà. Share. Est-ce que vous voyez maintenant mon graphique? Oui, merci. Bon, alors, je reprends. Alors, au mois de mars, d'année en année, il y a toujours un big spike au niveau des revenus, mais après ça, ça se rétablit pour les mois suivants. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pourquoi on a un grand écart. C'est que l'écart s'explique. Au mois de mars, on a toujours un plus grand montant et en plus, on a aussi le montant additionnel du COVID qu'on reçoit, qu'on reconnaît au fur et à mesure que les mois avancent. Alors, ça, c'était mon explication pour pourquoi l'écart était grand entre les revenus et les dépenses. Là, je vais retourner à mon graphique à ce moment-là. Est-ce que vous voyez maintenant le tableau à nouveau? Non, on est toujours sur le graphe. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne se partage pas. Ça ne sera pas long. On va y arriver. Voilà. Alors, ça explique ici au niveau des revenus, l'écart et les dépenses. Alors, ça se résulte avec un surplus pour le moment cumulatif de 662 000 $. Et puis, ça inclut dans ce montant-là encore les surplus du budget des écoles, le surplus aussi voyons comment ça s'appelle, SGF, les School Generated Fund. Et puis, aussi une petite note, mais ce n'est pas un gros montant. On a reçu ce mois-ci un montant pour le Critical Worker Benefit, le CWB. On a reçu un 215 000, mais en fait, la portion qui était allouée pour le Conseil scolaire Franco-Sud, c'était seulement 90 000 $, autour de 90-94 000 $. Alors, pour moi, ça… Puis, oui, la finale, c'est que la tendance des opérations du conseil scolaire en mode pandémique nous porte à croire aussi qu'on pourrait finir possiblement à la fin d'année avec un petit surplus.
Alors voilà, c'était pour ma mise à jour pour le rapport du mois de mars. Est-ce qu'il y a des questions? Conseillère Poulin? Oui, juste pour clarifier, le tableau est plus là. Le déficit présentement en date d'aujourd'hui prévu 2200. Non, on a un surplus à l'heure actuelle. Surplus à l'heure actuelle. Il y a un surplus pour les raisons suivantes qu'on a du revenu additionnel en mois de mars, mais que ça va revenir à la normale au mois d'avril. Mais même avec le surplus en mois de mars, retour à la normale en avril, on prévoit à la fin de l'année fiscale. La tendance se maintient, on se rapproche tranquillement. On est parti de 200 000 de déficit, on se rapprochait possiblement d'un déficit zéro, mais je joue pour le moment entre un plus 100, moins 100, là, je suis là dans cette zone-là. À la dernière réunion, c'était zéro, un déficit dernière de 0 réunion, à on 200 000. Maintenant, c'est C'était 0. 22 000 déficitaires à la dernière réunion au mois de février. Pour février. Okay. Il est donc présentement anticipé de terminer l'année fiscale avec un déficit variant entre 0 et 200 000. Là, ce qu'on nous dit présentement, c'est un surplus potentiel. Oui, on s'enligne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions concernant le rapport. Le rapport. Très bien, merci beaucoup. Le point suivant, c'est une discussion préliminaire sur les budgets. Et puis avant qu'Isabelle ne prenne la parole, je tiens à préciser que c'est des échanges de ce soir en fait, qui vont se faire suite à la session de travail qu'on a eue la semaine dernière, pendant laquelle on nous a présenté les éléments principaux qui vont constituer le budget, un budget potentiel pour l'année prochaine, et qui est tout simplement un point de départ pour notre discussion. Et nos échanges ce soir sont bien des échanges préliminaires visant uniquement à mieux clarifier la cible budgétaire pour que l'administration puisse prendre les décisions appropriées dans les semaines à venir. Donc ce soir, il n'est vraiment pas question de commencer à discuter, de débattre sur comment on va s'y prendre. Donc merci de prendre cela en compte lors de vos commentaires et questions. Monsieur Terrien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vous remercie, M. Gouastoué. Alors vraiment, lors de la dernière session, l'équipe administrative a pris le temps de vous donner la grande image, si vous voulez, d'où on comme point de départ. Je vous avais mentionné évidemment qu'il nous reste encore beaucoup de temps avant l'approbation finale du budget. Et on avait discuté, c'est-à-dire je vous avais mentionné qu'on y reviendrait à la rencontre d'aujourd'hui, mais aussi pour la session de travail, en préparation pour la session de travail du mois de mai. Okay. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à Isabelle de vous présenter une mise à jour des réserves du Conseil, puis de vous préciser une cible que l'administration viserait pour nous permettre d'avancer avec l'exercice de budgétisation et vous revenir avec un scénario plus précis en mai, mais aussi pour alimenter vos réflexions d'ici là, parce qu'il y a des décisions qui devront être prises. Alors, Isabelle, je te passe la parole là-dessus. Parfait, merci bien. Voilà. Problème technique, non? Est-ce que vous voyez les réserves? Ma diapo des réserves. OK. Alors, si on se remet un peu dans le contexte, les réserves restreintes, OK, qui sont déjà allouées et qu'on a à faire une analyse plus approfondie, mais qu'on avait déjà mis 500 000 pour les assurances, ce genre de réserves restreintes-là, et de 2 700 998. Les réserves dans lesquelles on a plus de flexibilité, c'est les non restreintes. Alors, si on a 2 782 et qu'on fait l'hypothèse qu'on s'en va à un déficit zéro, on comprend très bien que la réserve n'est pas impactée. Alors, si on demande à ce moment-là et on reproduit en mode non-pandémie, mais qu'on reproduit le budget actuel 2021 qui demandait un déficit autour de 500 000, alors ce que ça ferait, ça amènerait notre réserve non restreinte à 2 282 451. Alors, à ce moment-là, on voit par le fait même les deux saisons de la pandémie qui, même si on fait un budget non pandémie, mais qu'on fait les déplacements et on rajoute les activités courantes, nous a permis d'épargner et pouvoir à ce moment-là, pouvoir reporter et pouvoir se permettre d'avoir un déficit de 500 000 si on veut reproduire le même scénario qui avait été proposé l'année dernière. Alors, c'était la mise à jour pour les réserves. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Bergeron? Oui,
on a un placement aussi. Lorsqu'on a voulu acheter la bâtisse, tu nous as dit qu'on avait presque 7,8 millions en tout. Ça incluait le 2,8 millions qu'on ne voit pas qui est en placement. Est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est au niveau du cash. Les réserves, là, quand la ministre nous a approuvé notre réserve d'aller chercher un certain montant, c'était parmi ces réserves-là. Alors, on aurait juste 4 millions, 6 millions maximum en réserve. Oui, mais là, on ne voit plus de l'avant à ce moment-là pour l'achat. Alors, je ne vois pas où est-ce que ça peut, où est la relation avec la réserve pour le budget 21-22. Non, mais est-ce qu'on a un placement encore? Oui, le placement, il n'a jamais été touché, il est encore là. C'est tous les argents des revenus différés, des argents qu'on a reçus au niveau de l'infrastructure, ONL, qui sont là, qui vont être utilisés. Alors, c'est comme ça que sont en différé. Mais ils font pas partie de les millions qui sont là, de nos réserves-là. Est-ce qu'ils sont à l'intérieur de ces réserves-là? Indirectement, oui. C'est comme dans les argents, oui. Parce que là, on aurait juste 2 700 000 plus 2 600 000. Restricted et non restricted. Ça serait le total. On n'a pas d'autre argent ailleurs en réserve. Il faut distinguer la fonction de nos réserves et la fonction qu'est-ce qu'il y a dans le compte de cash aussi. C'est différent. Quand on parle des réserves, c'est au niveau des revenus moins les dépenses des opérations qui nous a permis à ce moment-là d'utiliser ces réserves-là et de les mettre là selon le budget qu'on a retenu. Alors, c'est cumulatif. Mais le compte de banque, il peut avoir plus que ça dans le compte de banque, là. Oui, non, je comprends, mais en tout de réserve. Peu importe ce qu'il y a. Moi, j'ai 500 000 dans mon compte de banque, mais j'ai 2 200 000 de placés avec la Banque Royale. J'ai un autre 600 000 de placés à telle place. Fait que mon total de mes réserves est beaucoup plus gros que juste 2 millions. On se comprend-tu? Alors, oui. C'est juste parce que ce que tu nous avais montré, là qu'on a voulu avoir un achat, lorsqu'on voulait faire l'achat de la bâtisse, moi, j'avais marqué en note qu'on avait tout près de 6,8 millions ou 7,6 millions à quelque part. Oui, parce qu'il y avait 1 million de clochers. Dans le 6,8, c'est parce qu'il y a 700 000 d'investissement en capitalisation déjà. Nos printeurs, nos affaires, il y a déjà 700 000. Alors oui, l'enveloppe au complet, incluant les actifs, mais ces enveloppes-là sont déjà en assets, tu ne peux rien faire avec. Alors, on ne peut pas se fier à cette réserve-là pour pouvoir se baser au niveau opérationnel. Elles sont déjà en actifs. Fait que juste pour comprendre les placements qu'on a, l'argent qu'on place, on ne peut pas l'enlever, cet argent-là. Elle est déjà dans nos réserves aussi. Elle est déjà inclue dans nos réserves, ces montants-là. Oui. OK. Merci. Alors, ce que j'aimerais rajouter, M. Goasdoué, si vous me le permettez, c'est qu'avec cette analyse, bien qu'on vous en montre vraiment les grandes lignes, c'est que ce qu'on essaie de vous démontrer, c'est que le Conseil pourrait se permettre, avec les chiffres qu'on a présentement entre mains, un déficit autour de 500 000 $ pour le prochain budget, sans compromettre la santé financière du Conseil. Et ça, c'est pour une année. Et c'est avec l'information qu'on a présentement. Évidemment, Isabelle vous a parlé tout à l'heure qu'on s'enligne vers un déficit zéro. Alors, c'est basé aussi avec ces données-là qui peuvent changer. Alors, la raison pour laquelle c'est important pour vous de savoir ça, c'est que l'administration, à partir d'aujourd'hui, va travailler en fonction de vous amener un scénario pour le mois de mai qui va tourner autour de ça. OK? Sans que ça ait un impact négatif. Si la situation change ou l'information change, on va vous revenir évidemment avec cette information. Ça va? Oui, alors, on a parti de 1 999 possible déficit à un moins 500 000. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qu'on a fait, les discussions qu'on a eues dans le passé, c'était juste pour faire un passage. Ça c'était pas ancré dans la réalité, c'était des montants. Donc, on n'est pas allé d'un endroit à un autre. À partir d'aujourd'hui, on se dit, est-ce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'un déficit de 500 000, c'est une cible qu'on trouverait acceptable, nous, dans les conditions actuelles? Il faut voir qu'on va arriver autour de zéro cette année en ayant reçu des subventions du gouvernement fédéral.
fait que potentiellement, on n'aura pas l'année prochaine. Donc, il faut prendre ça en compte en se disant qu'il faut anticiper, quoi. Donc, c'est simplement l'idée de se dire, on oublie les choses, les discussions préliminaires, c'est à partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord avec cette cible de travailler avec un budget potentiel autour de moins de 500 000 en déficit comme cible, sachant que ça ne remet pas en cause la santé financière du conseil scolaire à court terme. Conseillère Poulin. Monsieur le Président, corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que dans les dernières années, on nous présente, par exemple, un budget, que ce soit déficitaire ou autre. Puis on n'atteint jamais ce déficit-là, dans le sens qu'on est toujours mieux, on réussit toujours mieux que le déficit qui est présenté. Donc, moi, je m'inquiéterais à faire un déficit de 500 000 $, je veux dire seulement, sachant que notre tendance, c'est que souvent, quand on prévoit un déficit, on termine avec un déficit soit moins large ou en surplus. Donc, dans le processus administratif de calcul de préparation, j'aimerais quand on va nous représenter toute la situation financière, j'aimerais qu'on nous confirme qu'il y a des balises qui ont été mises en place pour pas que cette fluctuation-là arrive à nouveau. Parce que, on a discuté à la session de travail d'un certain montant. On nous a dit que c'était pour répondre aux besoins, c'était ça. Là, la différence est quand même assez importante. Je veux dire, si moi, on est pour prendre des décisions qui coupent dans les salles de classe, je vais être certaine qu'on ne retrouvera pas l'argent en juin, puis qu'on n'aurait peut-être pas eu besoin de couper. Fait que ça, c'est mon premier commentaire. Puis mon deuxième que j'ai pu mentionner à la session de travail revient encore. Je veux dire, on est des conseillers, on est là pour faire le travail politique. Dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on aille chercher l'argent, pour que vous ayez financement pour, par exemple, CrossNet Pass. Dites-nous-le, on va y aller, mais dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour que on ait cherché le financement auquel nos élèves ont droit. Alors, c'est tout pour moi, M. Loisouet. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions? Non, à ce point-ci? OK, merci beaucoup. Le point suivant, c'était une mise à jour sur la session. En fait, c'était juste un point d'information public pour confirmer que nous avons bien eu une session d'information pour l'ouverture d'un programme scolaire ou pour l'ouverture d'une école potentielle dans la région de Crowsnest Pass et de Pitcher Creek. C'était la semaine dernière déjà, jeudi dernier. On a vu une belle attendance, des parents qui étaient très motivés, et qui on a senti de l'énergie derrière. Je trouvais ça très, très agréable, beaucoup de questions. Et puis, on va de l'avant. Les parents qui étaient présents ont reçu le message pour pouvoir s'inscrire, pour faire les inscriptions potentielles. Et maintenant, on est en attente de pouvoir comptabiliser les inscriptions pour pouvoir définir ce que seront les prochaines étapes. Donc voilà, c'était juste un point de mise à jour publique sur ce qui s'était passé la semaine dernière. Conseillère Poulin? Oui, Monsieur le Président, pour savoir en fait, j'ai besoin d'une clarification à savoir quelles actions, soit administratives ou politiques, en fait, commençons par administratives, sont faites pour continuer à garder l'engouement et pour le projet et continuer à le faire circuler le projet, donc au niveau social, dans les médias sociaux, communiqués de presse et autres. Qu'est-ce qui est fait présentement au niveau administratif? Puis, j'aimerais avoir certaines indications à ce qu'on devrait faire au niveau politique pour renforcer ce projet-là. Donc, par exemple, rencontrer les MLA, le maire, etc. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites au niveau politique? Est-ce qu'il y en a d'autres qui devraient être faites pour, encore là, créer l'engouement, s'assurer que le projet part du bon pied, puis avec une belle... que la communauté est fière d'avoir ce projet-là implanté dans leur région. Est-ce qu'on a une réponse à ça, M. Thérien?
Et comme ce soir, je pensais que c'était plus une mise à jour de la session d'information. Donc, je n'ai pas de réponse à ce point-ci. Évidemment, l'administration va tout faire pour s'assurer le succès de ceci, de ce projet, ce beau projet. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Conseiller Bergeron? C'est juste que j'ai le maire du Croque-Espace et propriétaire du Home Hardware, alors où est-ce que je vais assez souvent, qui est un chalet. Et puis, justement, à chaque fois, il m'en parle. La semaine passée, je l'ai vu 3 fois. Puis vous êtes rendu où avec ça? Vous savez, on a des locaux. Puis j'ai dit, c'est l'administration qui a ça dans les mains. Et j'ai dit, ça a l'air d'aller bon train. Alors, je pense que le monde, ça se véhicule pas mal actuellement. Alors, c'est le bienvenu, en tout cas, dans le coin. Si le maire est au courant, tout va bien. OK, je vous propose de passer au point suivant, qui est le point 7.2 sur les politiques qui sont liées aux relations publiques et démarchage. Le premier point, je suis très conscient du temps, donc je vais pas m'élaborer trop, mais c'était les points saillants de la réunion du conseil d'administration de la fédération, des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Donc, vous l'avez reçu de la même manière. Les points les plus importants, je pensais à mentionner d'un point de vue public, c'est que la planification stratégique a commencé. C'est la société Dicitus qui nous a présenté son processus de planification et qui ont commencé avec leurs étapes et qui visent d'avoir une fin de projet et puis d'avoir une planification stratégique pour la fédération présentée à la mi-juin. Les autres points qui sont intéressants, sont tous intéressants, mais plus intéressants que les autres, c'est le colloque. Donc, après discussion, il avait été décidé de remettre le colloque à l'année prochaine. Des horaires très chargés en fin d'année, la planification stratégique en plein milieu et les élections scolaires qui arrivent de bon train. Donc, quitte à investir du temps et de l'argent dans quelque chose, autant le faire potentiellement avec un groupe. De ne pas avoir à répéter, surtout si on considère que le sujet de réflexion, ça va être les retombées du jugement de la Cour. Il ne faudrait pas le faire une fois cette année et puis une fois l'année prochaine encore. Donc, c'était les éléments qui nous ont amenés à repousser le colloque. Et puis, potentiellement, le colloque ne sera pas forcément virtuel l'année prochaine. C'est jamais. Ce qui pourrait être un intérêt. Et puis, juste pour vous dire que la rencontre avec la ministre Lagrange a été repoussée à la fin avril. On avance avec les dates au fur et à mesure qu'elles nous sont données, mais c'est la date du 26 avril à laquelle la Fédération rencontrera la ministre. Sachant que c'est elle qui a fait la demande de nous rencontrer ce coup-ci pour nous partager avec nous, leur analyse du jugement de la Cour. Donc, ce sera la première fois qu'on va entendre vraiment ce que le gouvernement provincial entend et ont compris du jugement de la Cour en Colombie-Britannique. Et il y aura d'autres points qui viendront, j'imagine. Mais c'était les points principaux. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Monsieur Poulain? Oui, rapidement, est-ce qu'au niveau de la fédération, vous avez soit rentré en contact ou été contacté par ACSTA concernant les élections scolaires et assurer que le développement de ressources pour les conseillers qui vont se présenter pour les élections catholiques était fait en partenariat avec ACSTA? Je n'ai pas fait partie de ces... Je n'ai pas l'information. Je ne sais pas si, M. Terrien, vous avez cette information. Non, je n'ai pas cette information. Peut-être un suivi à faire, puis à me revenir si c'est possible avant la prochaine réunion pour ACSTA. Puis le prochain point, c'était si on peut, peut-être au niveau de la fédération, s'assurer que les communiqués de presse, comme le dernier qui a été envoyé, soient transmis aux conseillers, espérons au moins à quelques heures de différence qui sont mis publics. Je pense qu'on a reçu le conseil de la fédération presque entre 36 et 48 heures après qu'il avait été mis dans les médias sociaux par les autres organismes. Donc, ça a créé un petit peu de confusion, je pense, au niveau de la communication concernant le curriculum. Merci. OK, merci beaucoup. Le point suivant, qui est le compte-rendu sur la table de concertation pour la grande région de Calgary. Conseiller Bergeron, on a reçu le rapport. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires à rajouter? Non, c'est sûr, comme j'ai marqué dans
dans le rapport, entre autres, c'est que là, on est rendu au temps que la firme Patrice Gauthier, va former des comités, entre autres un comité en éducation. Et puis, ça va être important d'y être représenté. Parce que là, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer le nombre de comités, diminuer le nombre aussi de ressources qui se dédoublent. Moi, c'était ma participation, souvent je disais, on dédouble tout le temps, il y a de l'argent qui se dédouble tout le temps. Alors, pourquoi pas partager nos ressources, etc. Ça, c'est la vision que Patrice Gauthier et la firme essaient de mettre ensemble. Et puis, moi, je défends beaucoup le côté de l'éducation parce que l'immersion tire énormément de son bord, mais aussi, il y a beaucoup d'écoles d'immersion qui ferment aussi dans la région de Calgary, puis même ailleurs. Ils commencent à couper les programmes d'immersion de plus en plus. Alors, mon but est toujours de dire, bien, écoute, l'éducation francophone est importante. Alors, si la majorité ne peut pas le donner, bien, on aimerait bien avoir ces ressources-là et contrôler ces ressources-là. Je pense qu'on avait déjà parlé, Daniel, dans le passé, d'être le conseil scolaire même des écoles d'immersion. Je ne lâche pas là-dessus. Merci. Le point suivant, qui est le compte-rendu sur le colloque des Premières Nations, Education Gathering, conseillère Poulin. Oui, en fait, si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais vous le transférer à l'écrit au niveau du Conseil pour trouver le temps. Par contre, juste vous dire rapidement, excellent colloque. Il y avait du personnel d'administration, plusieurs personnes au niveau de l'administration qui ont été représentées. J'en retire beaucoup d'informations que je vous transmets et de documentation que je vous transmettrai par courriel. Par contre, suite à cet événement-là, moi, j'en suis venue à la conclusion, puis j'aimerais amener une recommandation à la table du Conseil que Franco-Sud mette en place un comité de travail sur les PNMI. Si ce n'est pas déjà fait, et qu'un conseiller scolaire y participe et puisse rendre compte au conseil d'administration des avancées dans ce dossier et des actions politiques requises, parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'actions politiques qui se doivent d'être faites, mais c'est difficile de faire des choses si on ne sait pas nécessairement ce qui se passe. Donc, c'est la réflexion que j'ai eue suite au colloque, mais je vais vous transférer l'information. Puis, je dois célébrer, on doit aussi célébrer le travail qui est fait à l'intérieur du Conseil dans ce dossier-là aussi. OK, merci beaucoup. Merci. Le rapport de la Société des conseillers catholiques? Oui, rapidement. Donc, je vais représenter la Société catholique au Grace Summit qui va se tenir le 19 avril prochain. Bill 51, la société, aucune nouvelle ou information a été partagée par ACSTA et à la Société catholique à ce sujet pour l'instant. Le formulaire de consentement pour les cours de vie familiale et sexualité a été révisé et a été partagé avec les directions des 4 écoles catholiques. La rencontre avec Monseigneur McGrattan est toujours prévue pour le 14 mai à 13h. L'administration soumettra un programme basé sur ce qui a été fait par les années passées et l'idée de souligner le succès des 4 dernières années puisqu'on est en fin de mandat et inclure l'importance de la catholicité dans le processus de planification stratégique a été soumis. Donc, brièvement, c'est ça. Excellent. Oh, pardon, non. L'administration a aussi fait un retour, c'était sur l'autre page. Un retour sur la retraite des 6e et 7e années qui s'est fait avec Botte et Vélo, si je ne me trompe pas. C'est en ligne cette année. C'était supporté par les enseignants. Donc, pour ce qui est des élèves primaires, donc en 6e année, l'information qu'on a reçue, c'est que ça a été super. Tandis qu'au secondaire, ça a été très bien aussi, mais le fait que les enseignants changeaient, ça a créé une dynamique différente. Donc, c'est ça. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Conseiller Bergeron, des questions? Non? Très bien. Donc, il nous reste juste un point à faire maintenant, qui est une mise à jour, le point 11, communication appui, qui est la mise à jour sur la situation COVID. Monsieur Carrière? Alors, Lynn? Avec le micro, Lynn. Désolé. Merci de me rappeler. Le Conseil Franco-Sud a été sélectionné comme un des conseils qui va recevoir le rapid testing lorsque nous serons malheureusement en état de besoin de rapid testing. Ça, c'est le mauvais côté de la bonne nouvelle. Mais ça faisait du bien de savoir que les conseils scolaires francophones ont été inclus dans les régions.
Donc, ce rapid testing-là va être fait, les écoles vont être sélectionnées selon les data-driven. Donc, il faut avoir un nombre de cas assez élevé pour qu'ils se déplacent. Et naturellement, ceci vient avec une procédure. Nous aurons probablement une de nos écoles qui va être sélectionnée d'ici quelques semaines pour être la première école du Franco-Sud à recevoir ceci. Et je vous tiendrai au courant. Nous avons encore quelques cas dans nos écoles et comme dans la société, les cas de variance sont aussi présents. Merci à mon équipe qui est derrière moi et merci aux directions d'école qui sont toujours là pour le bien-être des élèves. Merci. Conseiller Bergeron? Est-ce qu'on peut le mentionner publiquement, ça? C'est une bonne nouvelle pour, pour nos conseils d'école. Est-ce qu'on peut en parler de ça, leur dire qu'est-ce qu'on vient d'entendre? De la rapid testing? Oui. Oui, vous pouvez en parler à vos conseils d'école. On a été mentionné dans la publication du ministère. Bien, merci beaucoup. Bonne nouvelle. Monsieur Terrien? Oui, j'aimerais juste profiter de l'occasion pour remercier encore une fois Lynn en lien avec ce dossier-là. C'est un dossier qui demande beaucoup de temps et d'énergie. C'est du 24 heures, 7 jours semaine. Alors, je profite de l'occasion pour lui lever mon chapeau et la remercier. Et nous nous ajoutons à ces remerciements. On pousse derrière. Bravo. OK, bah écoutez, s'il n'y a pas de points supplémentaires, nous en sommes arrivés à la levée de la réunion à 21h52. En avance, si je peux me permettre. Et donc, la prochaine réunion sera le mardi 11 mai 2021 à 18h30. Je tiens à vous remercier tous pour votre patience et puis votre professionnalisme. On va rester jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne nuit et puis on se reparle bientôt. Toi-même aussi, Merci. Au revoir.